Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue à le webinaire de l'APN, la série webinaire sur l'évaluation d'impact. C'est le premier webinaire de 5 que nous allons organiser. Je m'appelle Andrea et avant de commencer avec l'introduction, j'aimerais passer la parole à l'aîné Vernon McGregor qui fera la prière d'ouverture et quelques commentaires d'ouverture aussi. Bonjour à tous. Merci, Angela. Ce que j'ai dit, c'est que je viens de Kiligan-Zivi, du clan du renard, du côté de ma mère. Et l'oiseau tonnerre, c'est du côté de mon père. Le système des clans est basé sur l'eau et, que nous nous rassemblons à Ottawa-Gatineau, c'est dans nos terres traditionnelles avant le contact avec à cause de le, euh, la façon que les deux rivières se rejoignent. Nous sommes rassemblés et je fais beaucoup d'événements et nous voyageons souvent, mais aussi le système des clans était basé sur un système de gestion des terres et suite à la colonisation, toutes ces compréhensions ont été comme déboussolées. C'est pour ça que ce que nous faisons aujourd'hui est si important avec cet outil d'évaluation d'impact comme à Algonquin. Nous étions parmi les premiers à rencontrer les nouveaux arrivés qui descendaient la rivière des Outaouais ou le fleuve Saint-Laurent. Nous sommes connus comme les Amononinoag. Nous étions un nomade. Il y a des enseignements qui sont reliés à ça, l'histoire de la création et aussi de prendre soin des terres. Donc, l'évaluation des impacts, c'est très important en termes de partager de l'information et des compréhensions parce que ça a été prédit les temps dans lesquels nous vivons, que nous avons encore nos articles sacrés qui parlent de ces temps, les wampum, les ceintures wampum. Donc, nous commençons avec une prière. Je voudrais remercier Andrea pour la petite sac de médecine. Il y a du tabac à l'intérieur et des enseignements. Donc, je vais vous offrir une petite prière et je vais vous dire quelques mots après aussi. Ce que je fais, c'est que je remercie, je dis que nous apprécions toute la création et je commence avec les quatre éléments, la terre, tout ce qui est dans l'univers, euh, l'eau, le feu et l'air, parce que sans les quatre éléments principaux, nous ne serions pas ici. Et nous avons été donnés des instructions originales pour prendre soin des terres, preneurs de soin des terres. Et je souhaite la bienvenue à tous les membres de nos communautés et nous souhaitons la paix pour tout le monde et, et pour aider ceux qui sont malades, ceux qui ont faim, que ceux qui sont en conflit aujourd'hui. Je vous souhaite le bienvenu et je remercie les quatre éléments, les quatre directions, les quatre étapes de la vie. Et nous avons des responsabilités, des buts aujourd'hui et c'est de parler de l'évaluation des impacts. Donc, je repasse la parole à Andrea. Merci tout le monde d'être parmi nous. J'aimerais reconnaître la terre sur laquelle je me retrouve. C'est la terre non cédée des peuples Anishinaabe, le centre-ville d'Ottawa, au bureau de l'APN ici. J'aimerais vous souhaiter le bienvenu au premier webinaire de 5 que nous avons organisé, une série de 5. L'intention aujourd'hui, c'est que ce soit une introduction et un survol des changements qui ont eu lieu dans le régime juridique
sur comment l'évaluation des impacts sera faite et aussi l'introduction à quelques éléments des développements réglementaires et politiques que l'agence a mis de l'avant, aussi pour demander votre rétroaction, la rétroaction des représentants des Premières Nations. Ça pourrait être communiqué directement aux représentants de l'agence ou faire partie des soumissions techniques que l'APN va préparer pour répondre à certaines initiatives. Quelques éléments avant de commencer, c'est que je vais partager un lien à nos résolutions euh, ainsi que l'ordre du jour. La session est enregistrée, en particulier pour pouvoir la prise de notes, et l'enregistrement sera disponible aux participants du webinaire. Et nous allons le mettre sur notre site web et partager un mot de passe, ou bien on va pouvoir vous l'envoyer directement par courriel. Je sais qu'il y en a certains qui sont encore en vacances, donc on va s'assurer que toute cette information soit accessible à tous ceux et celles qui la veulent. Ils avons le service d'interprétation qui est disponible. Si vous allez en bas de l'écran, au contrôle de la réunion, il faut peut-être cliquer sur More. Il y a une icône pour l'interprétation. Vous pouvez choisir français, anglais ou l'audio principal. Je crois que tous les présentateurs d'aujourd'hui vont parler en anglais. Donc, si vous voulez écouter les présentations en français, vous pouvez les choisir en bas. Et s'il y a quelqu'un qui va présenter en français, tous ceux qui écoutent en anglais pourront choisir l'interprétation vers l'anglais. Sinon, vous pouvez garder l'audio principal pour bien comprendre le langage qui est partagé. Il y a aussi la possibilité d'entendre, de pouvoir avoir un service de lecture des, de ce qui est présenté. Euh, J'aimerais que les participants puissent que les participants puissent lever leurs mains pour poser des questions parce que c'est plus facile de faciliter, d'animer. Si vous voulez l'inclure dans le chat, vous pouvez le faire. Je vais lire ce qui est dans le chat. Mais les interprètes demandent euh, qu'on lit ce qui est dans le chat pour qu'ils puissent interpréter. Donc vous allez, si vous pouvez vous patienter être patient avec moi, je vais lire ces commentaires aussi. Je vais dire aussi que tous les matériels qui ont été partagés avec les participants sont sur notre site web. J'ai mis en pièce jointe lors du jour un document avec l'historique et dans les invitations que j'ai envoyées. Ils sont aussi disponibles sur notre microsite et les présentations que vous allez voir aujourd'hui, la mienne et celle de l'agence, sont sur le microsite. Et la plupart sont déjà en anglais et en français, mais quand la traduction n'a pas encore été faite, vous allez la voir bientôt. Donc, on va continuer. Je vais partager les résolutions de l'APN qui mandatent ce travail et je vais partager mon écran aussi pour pouvoir partager l'ordre du jour. Je crois que vous voyez une version. Donc, aujourd'hui, nous avons déjà eu la prière d'ouverture. Euh, Nous avons une brève introduction. Nous allons avoir une présentation de plusieurs personnes de l'Agence canadienne de l'évaluation de l'impact. En premier, ce sera Ian Ketchison, vice-président des relations avec les Autochtones de l'Agence canadienne de l'évaluation des impacts. Après, il y a plusieurs personnes à l'agence qui vont parler de leur dossier qu'ils gèrent au sein de l'agence. Si il y a des questions, que vous avez des questions, soyez à l'aise de lever vos mains et je pourrais animer la session de questions et de réponses. On va demander aux présentateurs, présentatrices d'attendre à la fin de chacune de leurs présentations, voir s'il y a des questions. Et on aura une session de questions et réponses à la fin.
Après, si nous avons encore le temps, je voudrais avoir une session en privé. Les gens de l'agence, ils vont nous quitter et je vais animer une autre présentation sur les enjeux principaux à considérer pour les Premières Nations dans le développement réglementaire et politique et le processus d'engagement ou d'implication que l'agence entreprend. Et nous allons fermer la session entre 2h45 et 3h cet après-midi. Donc, maintenant, je vais arrêter de partager mon écran et j'aimerais aussi dire que l'APN, j'avais partagé les résolutions dans le chat. Donc, nous sommes mandatés de partager cette information avec les Premières Nations, les propositions de l'agence pour des changements ou des nouvelles nouveaux projets de loi et aussi faire appel au gouvernement du gouvernement de Canada que tous ces changements soient faits en partenariat avec les Premières Nations. L'intention de la série des webinaires, c'est pour faciliter le partage d'informations et le dialogue entre les représentants des Premières Nations et l'agence pour les initiatives réglementaires et politiques. Nous sommes aussi euh, capables d'appuyer des recommandations. Nous aurons une session, ce que nous avons entendu, ce sera le 24 septembre, où nous allons présenter toutes les recommandations que nous avons reçues des participants des webinaires au cours des 4 prochaines sessions et comment les intégrer dans nos soumissions techniques et aussi dans nos initiatives de politique qui sont en cours de développement. Euh, mais si les gens voudraient entreprendre un dialogue avec des participants pour inclure des exemples, pour mettre en œuvre des recommandations, souligner des recommandations. Je serais très heureuse d'avoir ces conversations avec vous. Je vais vous donner mon adresse courriel pour que vous l'ayez. Donc là-dessus, je vais me tourner vers Ian et je crois que Daniel, il va partager son écran et il va animer la présentation PowerPoint. Merci beaucoup, Andrea. Je m'appelle Ian Ketchison. Je vous joins de Toronto, du territoire Anishinaabe, Chippewa, John et autres Premières Nations aujourd'hui. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. En premier, je voudrais aussi remercier Lenny Verna. Je suis toujours heureux de vous voir et d'entendre vos mots sages. Et merci à Andrew et de l'équipe d'avoir organisé tout ça. C'est une période qui est très occupée au niveau politique. Nous avons plusieurs initiatives que nous reprenons au cours des prochains webinaires. Je ne dirai pas beaucoup, mais nous avons tous les gens principaux qui vont présenter. Ça fait 5 ans que je suis avec l'agence. C'est peut-être le moment, le plus grand moment pour nous depuis 5 ans, c'est d'entendre, d'avoir de la rétroaction de nos partenaires autochtones sur le régime réglementaire et politique. Donc, je suis très heureux d'avoir cette série de webinaires. J'ai vu dans le chat les gens qui participent. Je reconnais beaucoup de gens. Et je suis heureux de vous voir là et heureux de vous parler bientôt. Donc, je vais passer la parole à Sarah Jackson et on va passer à travers la présentation et je vous remercie et j'ai hâte de vous voir. Merci, Ian. Donc, on va partir directement dans le premier diapo. Donc, je vais vous présenter un aperçu sur la loi sur l'évaluation d'impact. Après, un survol de chacune des initiatives réglementaires et on aura une session en plus en profondeur dans les prochaines semaines. Donc, la loi sur l'évaluation d'impact, c'est la loi et les règlements qui constituent la base législative de l'évaluation fédérale des incidences ou des impacts dans la plupart des régions du Canada, à part dans le Grand Nord du Canada où elle ne s'applique pas. Elle décrit un processus d'évaluation des impacts des grands projets
qui sont énumérés dans le règlement sur les activités physiques et des projets réalisés sur le territoire fédéral ou à l'étranger. Il y a le gouvernement fédéral est impliqué dans le financement. Donc, c'est un outil de planification et de prise de décision pour évaluer les effets positifs et négatifs des projets proposés sur l'environnement, l'économie, la santé, la société et aussi les droits autochtones et les droits des peuples autochtones. Donc, la participation des populations autochtones est un élément essentiel d'un processus ouvert, informé et transparent. Donc, l'intégration de la consultation de la couronne et de la participation autochtone dans les évaluations d'impact soutient l'engagement du gouvernement en faveur de la réconciliation en fournissant des outils pour une participation, une collaboration et un partenariat efficace avec les peuples autochtones. Comme beaucoup d'entre vous le savez, en octobre 2023, la Cour suprême du Canada a rendu une décision selon laquelle la loi qui a été initiée par la province de l'Alberta qui suggérait que la loi était inconstitutionnelle et se concentrait dans des domaines en dehors de la compétence fédérale. Donc, au mois de juin, durant la mise en œuvre du budget, il y a des dispositions relatives à la prise de décision, à savoir la décision de désignation, décision de sélection et décision finale, sont désormais clairement fondées sur la prévention des effets néfastes dans les domaines relevant de la responsabilité constitutionnelle du gouvernement fédéral, particulièrement dans les domaines de prise de décision. Ils ont été clarifiés pour assurer qu'ils sont basés, qu'ils correspondent clairement au domaine de la compétence fédérale. La décision de la Cour aussi a souligné l'importance d'une coopération entre les gouvernements fédéral et provincial. Donc, qu'est-ce que nous allons faire pour encourager la coopération, non seulement entre les gouvernements, mais aussi dans les juridictions autochtones. Je mentionne ici qu'il y a eu des dispositions transitoires pour garantir la continuité pour les promoteurs qui ont choisi d'aller de l'avant à leur projet pendant la période intérimaire. Donc, la Déclaration des Nations Unies continue de confirmer explicitement l'engagement du gouvernement du Canada à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et à veiller à ce que les droits des peuples autochtones soient respectés dans toutes les évaluations fédérales. Les modifications n'ont pas d'incidence sur les dispositions législatives relatives à l'engagement et à la participation significative des populations autochtones dans le processus d'évaluation. Il y a aussi un effort pour assurer de protéger les connaissances autochtones, d'en tenir compte dans toute étude ou évaluation. C'est tout petit, mais vous allez avoir une copie de ces matériels séparément que vous allez pouvoir revoir. Je vais juste souligner les grandes lignes et vous pouvez voir les sous-titres. Donc, je suis à gauche. Les trois premiers, c'est les trois jonctions de prise de décision clés. Donc, en premier, c'est à travers les règlements des listes de projets. Donc, c'est la section 9, la désignation des projets. Une fois que un projet est dans le processus, c'est un autre point de décision, c'est pour voir si une évaluation d'impact est nécessaire. Et le troisième point de décision, c'est la dernière décision sur l'ampleur des effets fédéraux. Ces trois points de décision ont été modifiés pour être clairs que la décision mise vraiment sur les effets néfastes sous la compétence fédérale. Donc, une précondition, il faut assurer qu'il y a une évaluation soit faite si nous avons une moindre idée qui pourrait avoir des effets néfastes.
les effets dans la compétence fédérale ont toujours été une partie importante de la loi sur l'évaluation d'impact, mais la décision de la Cour suprême indique que c'est une des plusieurs facteurs qui ont été établis par la loi et c'était pas clair comment les facteurs s'influençaient les uns les autres. Donc, ce que les changements feront, c'est que en premier lieu, il faut prendre une décision par rapport aux effets sous la compétence fédérale et si c'est le cas, quels sont les autres règlements qui vont être en jeu. Il y a aussi la question des nouveaux facteurs dans la section numéro 16 qui exige que le preneur de la décision doit considérer autres processus, ça pourrait être fédéral, provincial ou autochtone, qui pourraient qui pourrait régler ou avoir un impact sur les effets fédéraux. C'est que est-ce que le processus fédéral sera une valeur ajoutée ou pour un peu minimiser le dédoublement. Et la dernière décision a été divisée à la fin en deux étapes claires. En premier, la ministre ou le gouverneur en conseil devrait regarder le rapport d'évaluation d'impact, considérer les connaissances autochtones et évaluer s'il y aurait des effets néfastes importants et de regarder l'ampleur de l'importance de ces effets. Donc, de regarder les effets fédéraux et en deuxième lieu, de considérer quels sont les autres facteurs pour voir si ces effets sont justifiés dans l'intérêt public. Donc, cela distingue très clairement la différence entre quels sont les effets versus la décision de permettre que ces effets aient lieu. Et le deuxième lieu, c'est de considérer quels sont les impacts sur les droits des Autochtones et les effets positifs sur les communautés autochtones et aussi pour la durabilité et des effets positifs sur les engagements du gouvernement envers la durabilité et le changement climatique. En dernier lieu, il y a un amendement qui a été fait euh, pour permettre au gouverneur en conseil de donner des extensions euh, ou quel sera le pouvoir de donner des extensions. Maintenant, avant, ils pourraient le faire indéfiniment. Maintenant, ils peuvent le faire juste une fois et ils doivent fournir les raisons. Les raisons sont quand même assez larges. Ça inclut, bien évidemment, les consultations avec les communautés autochtones. Donc, si nous allons dans la section verte, donc la définition des effets sous la compétence fédérale ont été élargies, qui sont reliées à la Constitution. Il y a une différence entre les activités qui sont gérées par les provinces, les routes provinciales, les projets hydroélectriques. La Cour suprême a dit clairement que pour que le régime d'évaluation fédérale, pour que ça s'applique à ces projets-là, il faudrait avoir un effet sur les endroits de compétences fédérales. Donc, ça s'aligne avec euh, les, les pêches et les espèces à risque, la pollution marine et les impacts sur les peuples autochtones aussi. Donc, les sections qui sont liées aux impacts sur les peuples autochtones n'ont pas beaucoup changé par rapport à la dernière version, mais il y a un autre niveau euh, qui a été rajouté qui touche à tous ces niveaux, ces impacts. Euh, c'est pour répondre aux commentaires de la Cour qui regardait la dernière définition qui faisait référence à tout changement à l'environnement ou aux conditions de santé et socio-économiques. Ils ont dit que c'était trop large et que la loi pourrait s'appliquer à des effets qui sont moins importants.
Donc, la responsabilité, c'est d'assurer que la loi ne soit pas appliquée quand ce soit des effets qui sont moins néfastes ou pas importants. On doit dire que ces projets-là, c'est sûr que euh, on veut s'assurer, on veut identifier les effets néfastes importants, mais dans le cas des activités fédérales, les pipelines interprovinciales, les projets nucléaires, les ports fédéraux, euh, et les projets qui sont gérés par le fédéral, ce sont la définition des effets sous compétence fédérale. La définition est plus large, donc c'est tous les impacts non négligeables en santé, environnementale et autres. En dernier lieu, euh, euh, on a rajouté des provisions de substitution plus larges. Auparavant, le ministre pourrait substituer le processus autre endroit de compétence, euh, mais il fallait que le processus de cet autre gouvernement s'aligne avec le processus fédéral. Tous les critères, ils sont toujours dans la loi. Mais ce qui a changé, c'est qu'au lieu de faire une substitution complète du processus de l'autre gouvernement, le ministre euh, pourrait entreprendre une entente avec l'autre l'autre gouvernement pour que le fédéral soit responsable pour certains critères et en autant que ces critères sont accomplis par l'autre gouvernement, donc la substitution sera possible. Donc, ça pourrait toucher les juridictions provinciales ainsi que autochtones. Finalement, une modification qui fait que les personnes autochtones pourraient participer à un panel d'évaluation. C'est quelque chose qui pourrait se passer avec la régulation de l'énergie. Ce serait l'agence qui s'occuperait du côté provincial et la juridiction autochtone à travers une entente. Attention, avant de continuer, on pourrait revenir en arrière. Il y avait une question dans le chat et je te demanderais de souligner certains trucs. La question était qui et comment, euh, qu'est-ce qui ferait en sorte que quelque chose serait jugé comme non négligeable? Est-ce que c'est fait en collaboration avec l'agence ou les Premières Nations? Donc, la différence, le seuil de non négligeable va à deux endroits. Donc, c'est vraiment au départ, du, au début du processus. La désignation, la décision serait le gouverneur et le conseil, si c'est un règlement, ou si c'est du côté du ministère, ce serait le ministre qui s'en occuperait. Ce serait c'est- le- la désignation serait en fait au dernier niveau, mais ça tient compte de l'engagement avec les communautés autochtones qui pourrait se passer si c'est une décision ministérielle ou si au moment de la liste, ce serait vraiment à ce moment-là que le règlement serait fait. Ce serait vérifié par les groupes autochtones, surtout au moment du filtrage. Ça vient au niveau de l'agence pour prendre cette décision-là. La personne qui aurait déterminé dans ce cas-ci si le c'est vraiment au niveau de la planification que la désignation de non négligeable serait apportée. Merci pour les personnes en ligne. Une des choses que l'APN a fait est une soumission au comité du Sénat sur la modification. Lorsque le comité du Sénat proposait les modifications
à la loi au sein des modifications de budget. Une des recommandations de notre soumission est un point de plaidoyer permanent, c'est que c'est important pour l'agence de pouvoir déterminer euh, tout ce qui se passe avec les endroits où les droits des Premières Nations sont négligeables, surtout lorsque les Premières Nations ont un point de vue différent pour, euh, pour assurer que ces déterminations soient faites en collaboration avec les Premières Nations dès le début du processus d'engagement que tu parles. Je me demande, Sarah, si tu pouvais parler des changements à la décision de l'intérêt public où le décideur peut considérer les changements positifs, mais pas nécessairement les impacts négatifs. Peux-tu parler de ça? Oui, encore une fois, c'est une réponse indirecte à la Cour qui a regardé le libellé précédent. Et la Cour a décidé que ce serait non constitutionnel que les décideurs seraient les effets adverses de décisions négatives de juridiction fédérale. Donc, ce serait vraiment ces décisions-là devraient être fondées vraiment sur les effets qui s'alignent avec les chefs de file constitutionnels. Donc, les effets plus généraux qui parlent de la détermination que ce serait vraiment en dehors de la juridiction fédérale. Mais s'il y a des avantages, s'il y a vraiment s'il y a des intérêts publics plus larges et ce serait avantageux que le gouvernement fédéral considère ça. Ce que ces modifications-là ont fait, c'est que on parle d'effets adverses, c'est une des raisons pour limiter ce projet-là, c'est vraiment du recours du fédéral. Et si on parle de la durabilité ou des effets positifs au changement climatique, c'est vraiment le côté positif on doit tenir compte lorsque le projet est autrement dirigé par le côté provincial. Donc, les effets plus larges, comme du côté social, etc., tout ça serait compris dans la première étape en regardant les effets fédéraux. Puis on parlerait par la suite là, des effets positifs et s'il y a de la justification de ce côté-là, si c'est justifié. Merci. Je me demandais aussi si tu pourrais souligner sous le fédéralisme coopératif la nouvelle possibilité de substituer les processus ou les processus d'approbation autres qu'au niveau de l'impact environnemental et le potentiel que ça puisse euh, différencier les, les façons d'évaluer des Autochtones directement. Oui, très bonne question. Tu as raison, ça fait vraiment parler du processus, mais on ne parle pas nécessairement du processus d'évaluation sur l'environnement ou l'évaluation d'impact directement. Donc, ça pourrait potentiellement parler d'autres types d'évaluation, mais il faudrait que ces critères-là correspondent à ce qui est dans la loi, dont ce qui est disposé dans l'article 22. Donc, n'importe quelle combinaison de ces processus-là, tout, tout doit continuer d'être évalué quand même. Donc, c'est peu probable que un autre puisse comprendre tous ces éléments-là, mais
y compris les critères pour les Autochtones. Par exemple, s'il y a un accord tripartite entre le gouvernement provincial, fédéral et les Autochtones, où d'un côté, il y a certains effets environnementaux, le gouvernement retient une certaine partie et la juridiction autochtone va regarder un autre élément pour respecter ces critères. Et suivant cette évaluation-là, il y aurait toujours des décisions différentes qui seraient prises par les différentes juridictions, mais ce serait coordonné en vertu de cette évaluation unique-là. Merci, Sarah. Une autre question, et pour les participants, si vous voulez poser des questions dans le chat ou lever votre main, tout le monde, c'est important que tout le monde comprenne les éléments de l'évaluation. En general, de Duncan First Nation, est-ce que, est-ce que l'agence, euh, est-ce que tout le monde s'entend en vertu de l'évaluation provinciale? Après la décision, je comprends que l'agence a décidé que une évaluation provinciale viendrait à une décision fédérale. Oui, c'est provision à propos des LEI, de la LEI. Est-ce que les outils restent les mêmes pour tous les partis? Oui, bonne question. C'est vrai, il y a une certitude que la décision prise au sein de l'acte de la loi, il y a quand même une pause qui a été prise pour vérifier que la détermination soit, pour voir si on a besoin de nouvelles évaluations sont nécessaires pendant cette période-là. On a prévu des dispositions de transition pour faire en sorte que tout ce qui a commencé euh, en vertu pendant l'ancienne loi puisse se poursuivre à propos des réponses des évaluations qui ont été mises en pause. Je suis pas certaine de ce qui se passe avec celle-là, mais euh, le temps, l'échéance s'est réinitialisé là, une fois que la loi a repris. Mais l'évaluation demeure un outil par la LEI pour répondre aux demandes. Toute évaluation en cours depuis juin, ça continue. L'outil reste disponible pour les Premières Nations. Et est-ce qu'il y avait d'autres questions à propos des modifications sur cette diapositive? Je veux noter que dans notre sous-site, ce document-là est mis à votre disposition dans un document séparé qui s'appelle, je vais mettre, j'ai mis le lien dans le chat plus tôt. Euh, une petite pause pour voir s'il y a d'autres questions sur cette diapo. On va voir s'il y a d'autres questions là-dessus. C'est bon? Passons maintenant à la prochaine diapo. Oui, c'est bon. Je passe le micro à Thomas. Bonjour, je m'appelle Thomas. Je suis le directeur. Je vais vous parler c'est ce qu'on parle de l'évaluation. Je vous parle à quoi ça va ressembler plus tard, puisqu'on parle de ce qui est l'article 114 de la loi. C'est ce qui autorise le ministre à conclure des accords avec les instances dirigeantes autochtones et d'autres organismes pour assumer certains pouvoirs, devoirs et fonctions en vertu de le LEI. C'est vraiment de ça qu'on parle dans notre document. Avant de conclure ces accords, des règlements doivent être mis en place. La première chose qu'on a fait, c'est essayer de déconstruire ce à quoi ça pourrait ressembler. Puisqu'on n'avait pas toutes les réponses, à ce moment-là, on a parlé avec un cercle d'experts formés de membres autochtones et d'experts
recommandé par des organismes autochtones. Et on a préparé ce document-là pour parler de ces différents éléments-là, pour qu'une fois qu'on ait cette discussion-là, pour qu'on ait un document de référence pour effectuer ce travail-là. Ce document de discussion a été publié en ligne pour qu'on puisse en discuter. La période de commentaires, vous verrez tantôt, va jusqu'au 28 octobre. Et c'est vraiment ce à quoi cette section-là va parler. Je pense ça à Mary. Je pense que je parle à Mary qui pourra vous parler un peu plus du travail effectué euh, dans ces modifications-là. Merci, Thomas. Je m'appelle Mary Nemeth. Je parle un peu plus du papier du document de discussion. Le document parle de, de- de ce nouvel outil dans l'outil de collaboration. C'est important que les, les opportunités sont toujours en place. Les accords seraient à long terme plutôt que projet par projet. Et puisqu'ils sont à long terme, il y aurait plus de certitude à propos du rôle des juridictions autochtones et à propos des projets futurs de la LEI. En travaillant ensemble avec le CERF, on explore comment on pourrait fonctionner en pratique dans cette prise de décision-là. C'est un processus fédéral. Les échéances et tout ça pour prendre des décisions. Il y a différentes décisions qui doivent être prises à différents moments au moment de la planification à la prise de décision et on voit de quelle façon ces processus de prise de décision-là seraient les plus importants à discuter. Je veux vraiment euh, mettre l'accent sur le fait que c'est vraiment un papier un document de discussion. On parle d'options, de considérations, mais on sait qu'on n'a pas d'expérience pour créer ces partenariats-là. Donc, on veut vraiment avoir votre opinion sur la façon qu'on pourrait travailler ensemble pour faire en sorte que ce projet-là soit couronné de succès. J'ai hâte de discuter avec vous comme le 17 septembre pour pouvoir vraiment voir comment on pourrait travailler ensemble à l'avenir. Je prends une petite pause pour voir si on a des questions à ce sujet-là. Oui, je me demande si Thomas ou Mary, si vous pouviez parler de le contexte un peu sur la façon de l'article 114 a été inclus dans la loi sur l'évaluation d'impact. Une petite note, c'est une nouvelle provision. C'est vraiment quelque chose de nouveau dans la LEI plutôt que quelque chose, que- cette, cette capacité là, d'entrer en discussion avec les gouvernements autochtones pour qu'ils puissent administrer leur propre pouvoir au sein du régime de l'évaluation d'impact. Et si on veut parler de l'historique de comment on s'est rendu à ce point-là, surtout qu'il y a quelques Premières Nations qui euh, parlent de l'enabling de cette façon de faire-là euh, depuis 2018-2019, durant la période où la loi sur l'évaluation d'impact a été adoptée. Avez-vous des commentaires à ce propos de ça? Je pose la question, mais après ça, j'ai donné beaucoup d'informations là-dessus. Pardonnez-moi. Veux-tu que je prenne ça? Oui, vas-y, Mary. Donc, un peu de contexte. Euh, En 2019, la loi disait que cette entente-là, ce qui a fait, c'est que ces ententes étaient possibles. Les règlements ont dû mettre en place. Oui, ça a pris du temps, mais il y avait des engagements tout de suite après l'adoption de la loi à propos sur différents points. Cet engagement initial-là, on a parlé avec le comité autochtone, on a parlé avec des représentants autochtones sur la façon qu'un processus pourrait se produire. On a, on a parlé on a décidé d'aller avec le cercle d'experts pour avoir vraiment différents points de vue dès le départ. On a ensuite
on les a rencontrés en juin 2022. Donc, ça a pris un peu plus de temps qu'on avait prévu, en partie à cause euh, avec les rencontres pour la modification de la loi sur l'évaluation d'impact. Mais si on parle du document de discussion, il y a vraiment beaucoup de problèmes sur les politiques qu'il faut adresser. Il y en a beaucoup on en parle dans le document, comme quelle stratégie pour adresser où ces éléments-là devraient s'appliquer, quelles devraient être les limites de cette entente-là, ou des choses comme ça. Donc, le document identifie certaines options, des catégories d'options pour adresser ces problèmes-là, mais on sentait vraiment qu'on devait parler aux détenteurs de droits pour adresser ces défis-là. Donc, c'est beaucoup de travail et on apprécie que les gens, on comprend que les gens veulent aller de l'avant avec ça. On veut vraiment aller de l'avant avec ça et j'ai hâte d'avoir vos commentaires et vos suggestions. Merci, Mary. Je veux juste noter pour les participants que c'est le, le document de co-développement est vraiment efficace pour déterminer où l'agence et le cercle d'experts formés euh, de personnes autochtones, pas nécessairement des représentants d'un organisme ou d'un comité, mais il fait vraiment une bonne job de euh, d'identifier les opinions et les différences, comme on parle des ententes entre sur différents éléments, comme les personnes dans le cercle. C'est important que l'agence n'a pas vraiment pris une position en tant que telle encore. Ça fait vraiment une bonne job d'encourager les participants au webinaire si vous voulez lire le document. Portez attention aux recommandations du cercle d'experts et à tous les endroits où ils plaident une certaine recommandation. Je, je trouve ce sont des bonnes recommandations qu'ils ont fait. Donc, je tiens à reconnaître les gens qui travaillent sur ce cercle-là pour tout leur travail. Je crois qu'on a certains membres du cercle qui sont parmi nous, donc je tiens à les remercier vraiment. Ils seront là aussi le 17 septembre pour la suite de la discussion là-dessus. J'espère, je sais pas si Mary ou Thomas, votre opinion sur l'entente de co-administration comme outil pour permettre aux gouvernements autochtones ou aux groupes de Premières Nations qui veulent s'organiser de cette façon-là pour administrer certains aspects de la loi sur l'évaluation d'impact et les différents impacts des agences ou du ministre plutôt que une reconnaissance générale de la juridiction autochtone et du processus d'évaluation que les Premières Nations doivent faire au sein de leurs ordres légaux autochtones pour voir s'ils veulent qui veulent donner un consentement libre, préalable et éclairé. Faire une distinction entre ces deux outils, disons. Oui, je peux commencer. C'est quelque chose que vous allez remarquer dans le document. La discussion sur la juridiction, sur euh, l'ampleur des prises de décision, quel secteur du processus serait partagé. Tu dis, c'est un bon point que tu amènes là, Andrea. Et vous verrez que quelque part dans le document, dans la position, le cercle a une opinion, nous on a une opinion sur la façon que ça se relie à ce qu'on fait, et c'est vraiment spécifique à propos des juridictions, des compétences. Lorsqu'on parle de nos conclusions
dans le document. C'est vraiment ce que c'est. C'est un document de concept. C'est vraiment c'est comment ça pourrait fonctionner en vertu de la loi. Mais c'est un bon point pour le développement du document. On croit vraiment que ce sera vraiment un sujet de discussion en continu, alors qu'on va continuer à travailler sur le document dans le contexte de l'accord de co-administration. Mary, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Je sais que tu as travaillé un peu plus dans ce dossier-là avec le cercle. Si tu veux ajouter quoi que ce soit. Non, je pense que tu as vraiment donné un bon point. Le cercle lui-même m'en parle. Ils vont vraiment parler de l'importance de l'évaluation autochtone soit séparée du processus fédéral. Une chose que j'aimerais ajouter, c'est que la loi d'évaluation d'impact avant et après les modifications nécessite que s'il y a un processus autochtone indépendant, on doit en tenir compte dans l'évaluation fédérale, mais pour poursuivre sur ton point, je pense qu'on en parle aussi dans le document, on veut être clair et transparent sur ce que c'est. Donc, on parle vraiment sur la co-administration du processus fédéral et c'est différent d'un d'un processus qui est complètement mené par Autochtones. Oh, juste un petit truc que j'ai ajouté aussi, c'est que même si on doit respecter les nécessités de la loi, la façon dont elle est mise en place, ça peut être informé par les processus autochtones. Oui, je me demandais aussi si vous pourriez parler de l'interprétation de l'agence sur qu'est-ce qui pourrait être couvert par une entente de co-administration autochtone, en particulier parce que ça ne fait pas partie du document de discussion. Euh, donc, on parle de l'article 9, qui est un des pouvoirs que l'administration autochtone pourrait euh, effectuer, ou entre autres aussi par la surveillance. Oui, Andrea, merci. L'article 114 dit que la- la- l'accord de co-administration permet la prise de décision partagée de la situation initiale jusqu'à la prise de décision. La désignation passerait avant le début de l'évaluation d'impact. C'est pour ça que je dis que ça s'appliquerait pas vraiment à la décision de désignation elle-même, c'est vraiment en relation à l'évaluation d'impact. Donc, ça ne s'appliquerait pas aux choses qui se passent après la prise de décision, comme la surveillance notamment. Il y a d'autres mécanismes pour la participation et le partenariat, mais cet outil, la co-administration, cet outil-là parle vraiment uniquement au processus d'évaluation d'impact qui va vraiment juste jusqu'à la prise de décision. Ça exclut spécifiquement l'article 16, qui est la décision qui fait en sorte pour déterminer si une évaluation est nécessaire. C'est une chose qui est exclue et le document explore notamment aussi dans quelles circonstances on pourrait avoir recours à ça, comment on pourrait partager les différents éléments de cette décision-là. C'est vraiment de ça qu'on veut parler dans le document. Merci. Juste avant de poursuivre à la prochaine diapo, juste pour le souligner pour les participants aussi, dans les anciennes soumissions, l'APN a recommandé que les pouvoirs, les fonctions que les exigences des Premières Nations peuvent prendre, que ce, qu'il ne faudrait pas rendre encore plus étroites les options des Premières Nations. On devrait plutôt les élargir pour ce qui est déjà présent dans la loi. Et je crois que les Premières Nations auront un intérêt particulier pour assurer qu'il y ait leur mot à dire pour ce qui a à voir avec l'article 9 de la loi, surtout
surtout étant donné qu'il y a des propositions des, pour réduire, réduire la portée fondée sur les différents projets qui sont présents en ce moment. Peut-être qu'on pourrait passer à la prochaine diapo, à moins que Mary ou Thomas vouliez ajouter quoi que ce soit. Non, rien de plus pour l'instant. Merci. Merci. Super. Je pense que c'est moi la prochaine. Oui, bonjour, je suis Patricia McKay. Je fais partie, je suis responsable sur les activités, les règlements sur les activités physiques qu'on connaît sous le nom de liste de projets. Hum, La loi nécessite que la liste de projets soit revue après. La liste parle des activités qui sont considérées comme des projets dédiés. Donc, comme Angela mentionnait, c'est un des mécanismes qui fait que les projets sont, euh, s- on parle vraiment des effets adverses, comme on le mentionnait, pour qu'ils puissent parler du processus d'impact. C'est une façon de rendre plus clair pour les différents groupes, pour savoir quels projets sont sujets au processus d'impact. Donc, le but, c'est d'assurer que euh, que tous ces changements ou les besoins soient remplis et qu'on puisse considérer tous les projets qui devraient être évalués. Et aussi, c'est pour s'aligner avec les amendements que nous avons présentés plus tôt dans la présentation. Nous avons eu beaucoup de rétroactions de plusieurs ministères fédéraux qui ont de l'expérience dans la mise en œuvre interne. C'est pour parler comment ça se passe pour les changements internes et pour déterminer si une évaluation d'impact devrait être faite avec les industries, des intervenants principaux et nos homologues provinciaux, le comité technique, le conseil technique, ainsi que le comité le conseil viseur autochtone. Donc, tout cela se retrouve dans ce rapport qui a été publié à la fin du mois de juillet. Ça présente toutes les options qui sont considérées. Donc, toutes les considérations seront mises dans un rapport pour le ministre, ainsi que les recommandations. Qu'est-ce que nous recommandons de changer dans les règlements à travers le processus de Canada Gazette. Il y aura d'autres opportunités de rétroaction plus tard. On demande votre rétroaction aussi avant le 27 septembre. On va rentrer plus dans les détails, des détails pour parler de l'ampleur de ce projet et dans les prochaines réunions. Merci, Patricia. J'étais pas très rapide pour mettre le lien au document de discussion, donc je vais juste l'inclure dans le chat. Et je vois que Jamie Sanchez a une question. Est-ce que pouvons enlever la sourdine de Jamie pour lui permettre de poser la question?
Oui, est-ce que vous m'entendez? Je suis désolé, et merci. Je suis Jamie Santes, je suis dans une Première Nation au centre, au nord de Colombie-Britannique, proche de Prince George, par rapport à la rétroaction continuelle que vous demandez, que l'équipe fédérale nous demande. Je pense qu'il y a deux choses. Est-ce qu'il y a des ressources, des financements pour aider aux Premières Nations de participer? J'apprécie beaucoup le travail du Cercle des experts et de l'APN. Est-ce qu'il y a le deuxième morceau, est-ce que c'est l'alignement avec la déclaration des Nations Unies, de TNUDPA? J'aimerais un peu plus de clarté sur ce que ça veut dire et qui est impliqué au niveau fédéral dans ce travail. Merci, Jamie. Allez-y, Patricia. Donc, quand on parle de capacité, on a fait une demande, un appel aux candidatures. Il y a plus que 57 groupes qui ont participé dans le processus et il y aurait peut-être encore d'autres capacités à travers le processus de consultation une fois que les amendements seront proposés dans le processus de la Gazette du Canada. Et dans la deuxième question, c'est sur les Nations Unies, la Déclaration des Nations Unies. Donc, ils sont centrales à la loi et ça fait partie du processus de l'évaluation d'impact. Donc, c'est une optique, ça, à travers le processus, c'est toujours examiné. Donc, il faut bien comprendre quels sont les impacts sur les droits, le potentiel des impacts sur les droits. Ce qu'on a compris à travers basé sur les expériences de mise en œuvre c'est, est-ce qu'ils sont en train d'accomplir les buts et aussi d'évaluer quels sont les endroits où il y a la plus grande possibilité d'effets adverses dans le processus. Merci, Patricia. J'ai noté aussi que l'APN a reçu du financement pour appuyer ce genre de session d'engagement ou d'implication par rapport aux changements réglementaires et politiques à travers le programme de dialogue en politique. Les personnes ressources principales pour le financement sont Janice Zeit et Daniel Ducharme qui est en ligne. Daniel, est-ce que tu pourrais mettre ton courriel et celui de Janice dans le chat aussi, s'il vous plaît? Les gens de l'agence ont fait un appel aux candidatures pour le financement à travers le programme de dialogue pour appuyer les capacités dans l'engagement pour les changements réglementaires, pour les mises à jour au règlement euh, par rapport aux exigences sur les terres fédérales. Donc, ces fonds sont disponibles pour appuyer les capacités des Premières Nations, mais il y a aussi la possibilité de discussion individuelle pour les Premières Nations qui ont pas encore le financement, qui pourraient communiquer directement avec ces gens-là. C'est pas nécessairement à moi de décider qui recevra le financement, mais je vous encourage de qui voudrait cet appui, pour pouvoir offrir votre rétroaction, d'aller chercher cet appui. Patricia, est-ce que tu pourrais parler des échéances pour la révision des règlements? Oui, oui, oui. Donc,
Nous avons publié ce document à la fin du mois de juillet. Nous sollicitons les commentaires jusqu'à la fin du mois de septembre, le 27 septembre. Ça fait partie de la du processus de révision sera inclus dans le rapport pour le ministre. Et par la suite, nous allons rédiger des changements réglementaires que nous allons passer à travers la Gazette du Canada. Ce sera plus au début de 2025 pour euh, pour, pour terminer, pour qu'il y ait une période de consultation à travers la Gazette du Canada. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait des questions au sujet la, l'analyse de la liste des projets sur 5 ans? Je vois que Michelle Edwards a levé sa main, donc on va l'inviter à poser une question, mais particulièrement touchant le document de discussion et les échéances pour la rétroaction ou tout ce qui pourra être inclus dans ce document de discussion, mais notant la liste des projets, que l'analyse sur 5 ans des projets. Ça fera partie du prochain webinaire le 3 septembre aussi. Michel, voulez-vous poser une question? Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour, Michel Edwards. Je travaille avec le Statland, le conseil des chefs de Statland sur le territoire Statlium en Colombie-Britannique, proche de Fraser. Donc, je prends pour acquis que cette loi qui est fédérale touche tout le Canada, mais je sens qu'en Colombie-Britannique, où nous avons 204 communautés, collectivités, que la consultation et les capacités qui seraient nécessaires, euh, parce que nos frontières sont des endroits partagés, les espèces sauvages, l'eau, ça passe à travers toutes nos collectivités. Le saumon qui nage dans la rivière Fraser, se sont bénis de pouvoir entendre au moins 30 langues différentes tout le long de leur voyage, du moment qu'ils sont nés jusqu'au moment où ils retournent à ils redescendent la rivière. Donc, je me demandais si ça a été considéré dans le processus de bâtir la capacité, parce que les consultations, il faut que ce soit fait avec les communautés. Il y a les Premières Nations. La nation Statlium, représente 11 collectivités. Donc, je vais dire que c'est un peu différent parce que nous en avons autant de communautés en Colombie-Britannique, 36 langues différentes qui sont encore parlées. Donc, un projet pourrait nous toucher de façon similaire, mais aussi des aspects différents, tout dépendant de comment nous utilisons la Terre et comment la Terre est utilisée, non seulement par nous, mais par la Terre elle-même et la communauté et celui qui nous garde en vie. Donc, je me demandais si c'était différent parce que selon moi, c'est différent. Merci. Donc, un peu de contexte. Je ne sais pas si ça va répondre à la question, mais quand nous avons fait l'appel aux candidatures pour le financement, toutes les candidatures qui ont été acceptées. C'est une bonne représentation à travers le Canada. C'est pour assurer que ça venait pas juste d'une juridiction, hein, mais c'est plusieurs, ça représente bien tout le pays, mais juste pour le mettre en contexte, le financement pour cette opportunité pour revoir la liste des projets et possiblement des changements réglementaires à l'avenir, mais aussi par rapport aux projets particuliers, donc pour les collectivités qui sont touchées. Donc ça, c'est une autre optique à la travers. On le regarde, les droits des peuples autochtones qui sont touchés dans certains cas. Je ne sais pas si ça répond de façon adéquate à votre question. Michel, peut-être que si vous voulez faire un suivi, vous pourrez lever votre main encore, mais parce que si j'entends bien hein, dans les quelques questions, c'est qu'il y a des gens en ligne qui sont intéressés
à offrir des recommandations sur la liste des projets et être impliqué dans le document de discussion qui n'ont pas reçu de financement ou et des inquiétudes qu'il se fie vraiment sur un ancien appel pour le financement que qui n'appuie peut-être pas toutes les communautés et les nations qu'il faut s'impliquer dans à ce sujet. Je vois la main de Jamie qui levait. Jamie, vouliez-vous parler? Oui, merci Andrea. Oui, je pense que c'est une situation pour certains d'entre nous dans la communauté avec qui je travaille et leur partenariat. Il y a un grand intérêt de voir des évaluations menées par les Autochtones et incluant une évaluation l'an prochain qui pourrait toucher la compétence fédérale ou non, mais le besoin en général de reconnaître une évaluation menée par les Autochtones, étant donné que la compétence était ou la juridiction est dans leur territoire. Je- et je sais que un des enjeux pour ces présentations et ces ateliers qui touchent les évaluations et les règlements, j'aimerais juste plus mieux comprendre comment les nouveaux réglementaires vont reconnaître et appuyer la mise en œuvre des évaluations menées par les Autochtones et les conditions. Et la deuxième partie, est-ce que vous avez pensé un peu peut-être, est-ce qu'il y a une définition, ce que ça veut dire, un organe de gouvernance autochtone ou une Première Nation? De quelle façon c'est décrit dans les règlements ou la loi? Oui, ce sont vous avez soulevé des très bons points. Je ne sais pas si qui à l'agence aimerait répondre, mais je voudrais juste dire que pour la question des évaluations menées par les Autochtones, nous avons entendu qu'il y a du financement offert par les programmes pilotes pour offrir un financement adéquat pour les évaluations autochtones. C'est ce qu'on nous a dit, ce qui manquait. Donc, nous espérons que peut-être Ian puisse en parler. Oui, merci. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, je vais répondre à la première question, les évaluations menées par les Autochtones, puis après ça, je vais le passer à Mario et Thomas. Donc, très bonne question. Nous travaillons à deux niveaux. Nous avons les initiatives politiques très larges, c'est les ententes de co-administration, et on travaille là-dedans et on aimerait avoir une rétraction de partout dans le pays, mais il y a une autre circonstance dans laquelle nous nous trouvons. Nous avons un projet à la porte devant nous qui est prêt à se faire évaluer. Donc, quand nous avons lancé nos consultations pour ce processus, nous misons beaucoup sur ce que nous pouvons faire pour maximiser le rôle des nations autochtones dans l'évaluation elle-même. Où sont les opportunités pour que nous puissions avancer selon la rapidité des Premières Nations qui veulent mener leurs propres évaluations. Comme Andrew a dit, nous sommes capables d'aller chercher le financement pour faire ça. Nous avons des bons exemples partout dans le pays où nous avions, c'était vraiment les Autochtones qui menaient les évaluations, le gouvernement de la Nation Crie au nord de l'Ontario, en Colombie-Britannique aussi. Une fois que nous avions une idée du projet qui a été proposé, on travaille avec nos partenaires autochtones pour qu'ils puissent prendre le leadership. Comme Thomas a dit, que les règlements sur la co-administration, ça ouvre un autre niveau, mais nous avons beaucoup d'outils qui sont disponibles
pour que nous espérons, pourront euh, euh, aider les Premières Nations à leur permettre de mener les évaluations. Je vais maintenant passer la parole à Thomas. Oui, je vais juste rajouter quelque chose de, du point de vue de l'agence. Il y a plusieurs façons que les groupes autochtones peuvent être impliqués dans le processus. Les ententes co-administration, c'est un outil supplémentaire. Euh, euh, et aussi les évaluations menées par les Autochtones. Pour les organes de gouvernance autochtones et les endroits de compétence, c'est couvert dans le document de discussion et comme l'idée de souligner qu'il faut qu'il y ait un processus pour déterminer euh, que l'organe de gouvernance représente bien les détenteurs des droits. Mais quelque chose qui était très clair dans le document de discussion, c'est que quelque chose où nous sollicitons une rétroaction dans ce processus, de quoi ça pourrait avoir l'air de déterminer qu'est-ce qui serait un organe de gouvernance autochtone. Mary, vouliez-vous rajouter quelque chose? Je très courte. Il y a une définition dans la loi que un organe de gouvernance est un conseil ou autre qui sont autorisés d'agir au nom d'un groupe autochtone. C'est la définition dans la loi. Nous parlons un peu de ça dans le document de discussion. Je vais peut-être souligner page 27. 26, 27, on parle un peu du cercle. Le cercle il parle un peu de l'importance de bien comprendre l'éligibilité, qui reconnaît la compétence autochtone, le droit à l'autogouvernance, l'autodétermination, et nous avons minimisé la paperasse pour que ça soit fait. Nous pourrons c'est un peu plus dans le document de discussion. Merci. Il y a une question et un commentaire dans le chat de Shane. Shane, voulez-vous indiquer votre nom de famille? Vous pouvez faire ça aussi. Euh, il dit que je suis curieux d'en apprendre plus sur les projets qui sont poursuivis par le gouvernement provincial. Par exemple, le projet d'irrigation multimilliardaire au Saskatchewan, sur le lac Diefenbaker. Il y a eu beaucoup d'inquiétudes qui ont été exprimées par les Autochtones au Saskatchewan sur l'impact des droits autochtones. J'admets que je suis nouveau ici et peut-être que dans les matériels, vous touchez à ces enjeux-là, mais l'impact sur la rivière du Saskatchewan, qui est le plus grand delta en Amérique du Nord, la province va de l'avant sans qu'il y ait une évaluation d'impact et s'inquiète qu'il y a un manque de transparence et il n'est pas certain si l'agence considère tous ces enjeux et il se demandait si il y a un focus sur comment les projets touchent nos territoires traditionnels et nos systèmes d'eau, même notre capacité de cultiver en bas du projet d'irrigation pourrait nous compromettre. Est-ce qu'un processus d'évaluation mené par des Autochtones serait possible dans ce cas? Ian, je ne sais pas si vous avez de l'information spécifique sur le projet du gouvernement de Saskatchewan au lac Diefenbaker, si vous pouviez en parler, mais peut-être que la question est-ce que une évaluation menée par les Autochtones pourrait toucher un projet mené par les provinces? Oui, je suis au courant des propositions de l'Agence et sécurité de l'eau au Saskatchewan. Et j'ai parlé avec des gens aux organes des communautés autochtones en Saskatchewan. Et c'est pour ça que c'est si important d'avoir une rétroaction des communautés. J'ai compris que c'est la première phase du projet, que ça sera en bas
des niveaux d'impact qui pourraient permettre une évaluation. Mais Patricia peut peut-être m'aider. Il y a un niveau. Si le projet est en bas de ce niveau d'impact, nous ne faisons pas une évaluation. Donc, il faudrait, je ne me souviens plus quels sont les niveaux pour les projets pour divertir de l'eau, mais il se pourrait que dans la deuxième ou troisième phase, ça pourrait euh, euh, exiger une évaluation. Mais pour l'instant, nous n'avons pas entendu quels étaient leurs plans. Ils sont dans la première phase. Il y a beaucoup de couverture médiatique. Et nous sommes renseignés pour mieux comprendre, mais vous avez fait valoir un bon point d'avoir une rétroaction. C'est que les règlements, ils ont les niveaux et, et si les gens ont des commentaires, il faudrait que ça serait bien de les inclure dans votre rétroaction pour le document de discussion. C'est pas la meilleure réponse, mais j'espère que ça aide un petit peu. Mais ça, c'est sûr que ça soulève une question importante. Si nous sommes dans une circonstance où il y a un projet qui ne, qui ne rejoint pas le seuil, qui permettrait une évaluation d'impact parce que c'est pas considéré comme un projet désigné, et que peut-être qu'il y a une demande de désignation qui a été rejetée par le ministre. Est-ce qu'il y a une opportunité pour qu'une Première Nation fasse une évaluation par eux-mêmes? Est-ce qu'il y a un mécanisme que le ministre pourrait reconnaître cette évaluation, même si l'évaluation n'a pas déclenché une évaluation? Si l'agence n'a pas déclenché une évaluation. Dans notre monde, il faut que nous rejoignions au moins un des seuils. Il faut que ça aille sur une liste de projets ou une demande de désignation ou que le ministre décide de désigner un projet. Si nous rentrons pas dans ces conditions-là, ça finit par être dans d'autres juridictions qui doivent entreprendre le travail et nous n'avons pas un rôle actif, mais il y a quand même beaucoup de projets qui ne sont pas des projets désignés, mais qui exigeraient une évaluation. Ça pourrait être avec le ministère des pêches océans ou autre, mais nous exigeons que ça soit, il faut que ça soit sur la liste de projets ou qu'il y ait une demande de désignation. Avant de continuer, est-ce qu'il y avait d'autres questions ou de commentaires au sujet de l'analyse de la liste des projets? Ce sera le sujet du prochain webinaire mardi prochain. Donc là, on va continuer au prochain diapo et je crois que ça sera Kevin qui va parler, qui va présenter la prochaine partie. Je suis Kevin Delaire à l'agence, responsable pour les projets sur les territoires fédéraux et les dérogations. Juste pour commencer, juste pour un peu tourner notre attention, si on parle euh, de la loi sur l'évaluation des impacts ou les projets désignés et comment la liste des projets est développée. C'est les projets qui seraient inclus pour une évaluation d'impact. Moi, je vais parler des, des, du- des- la section sur des projets désignés sera modifiée. Donc, c'est donc, c'est une section à part euh, donc, ça établit les exigences pour les projets non désignés sur les terres fédérales. Donc, c'est un peu plus discret, c'est une section, une catégorie de projets un peu plus discret. Donc, pour clarifier, c'est que les terres euh, fédérales, c'est les réserves autochtones.
les parcs nationaux, gérés par l'Agence du Parc Canada, les terres de la Défense nationale. Il y a d'autres exemples aussi, mais voici quelques. Ça pourrait être des projets, ça pourrait être des grands projets. La génération d'électricité, ou ça pourrait même être d'installer un banc dans un parc ou une affiche. Ce sont tous considérés comme des projets dans cette partie de la loi. Ces parties de la loi euh, exigent que quand il y a un projet sur des terres fédéraux et que le gouvernement doit prendre une décision s'il entreprenne le projet ou s'il donne un permis ou un financement. Il y a une exigence d'évaluer le projet et déterminer s'il y aurait pas, pour avoir des effets néfastes environnementaux. Donc, la façon que la loi est organisée, c'est que toute activité sur les terres fédérales exigerait une évaluation pour voir s'il y aurait des impacts environnementaux, incluant même si vous repeignez un édifice fédéral ou, ou vous remplacez une ampoule dans un édifice. Techniquement, il faudrait déterminer s'il y a un impact. Donc, voici où la classe désignée des projets entre en jeu. Donc, si on regarde la deuxième piste, c'est d'avoir ça exclut des classes de projets qui auraient juste un effet très insignifiant, des effets néfastes très insignifiants. Donc, c'est pour empêcher d'entrer dans ce processus pour des tout petits projets de routinière sujet à d'autres conditions. Donc, l'ordre offre une liste de plusieurs sortes de projets, environ 50, des projets vraiment très pratico-pratiques, des petits édifices, des systèmes de, des clôtures, des lignes de télécommunications. Donc, dans ces cas-là, une évaluation ne serait pas nécessaire. C'est pas des évaluations d'impact, mais c'est comme un processus de détermination sur les terres fédérales. Donc, les amendements il y a des amendements proposés à cet ordre parce qu'il y a plusieurs déterminations qui sont faites, environ 1000 projets sur les terres fédérales, environ 1000 évaluations ou déterminations, je m'excuse, euh, qui sont faites par année et certains d'entre eux causent vraiment des effets très insignifiants, des effets environnementaux très insignifiants. Donc, ceux-là peuvent être exclus pour que le temps et l'effort puissent se concentrer dans des endroits où il y aurait plus de possibilités d'effets environnementaux. Donc, il y a beaucoup de déterminations qui sont encore en cours sur les projets, sur les terres fédérales. Il y a beaucoup de déterminations qui se passent chaque année. Il y a quelques-unes d'entre elles qui pourraient qui pourraient causer des effets négatifs négligeables sur l'environnement. Donc, on veut exclure
c- le temps et l'effort qui doit être mis pour euh, potentiellement régler ces problèmes-là qui seraient négligeables. La, la modification proposée inclut la création de nouvelles classes de projet, modifier, modifier aussi certaines classes existantes. Juste pour donner quelques exemples, je sais que c'est un peu obscur. Euh, J'en parlerai un peu plus le 10 septembre pour la session qui va parler plus spécifiquement de ce sujet-là. Mais il y a les édifices sur les terres autochtones. Il y a en ce moment un seuil de 1000 mètres carrés pour les projets ces projets seraient exclus. La proposition, c'est que certains types de bâtiments comme les écoles, les endroits communautaires, ces endroits-là seraient exclus d'avoir besoin de détermination en vertu de la loi sur l'évaluation d'impact euh, pour un, un secteur de moins de 500 mètres carrés. Euh, Ça, c'est un des exemples de modifications proposées pour essayer, pour, selon la compréhension que sur les terres développées, pour les bâtiments de cette ère-là, on s'attend à ce qu'il y ait quand même certains effets négatifs négligeables dans ces endroits-là. La dés- je veux surtout mettre l'accent sur, en ce moment, il- il- on essaie de s'assurer que vous pouvez trouver plus d'informations sur le site web à cet effet-là, euh, et vous pourrez commenter ces documents-là jusqu'au 10 octobre. Euh, il y a un lien pour vérifier les modifications actuelles et pour voir la présentation. Et vous pouvez aussi consulter ça sur le site web de l'agence, sur le site de la Gazette canadienne. Vous y trouverez les, vous y trouvez les règlements qui seront, vous pourrez les commenter aussi. Merci beaucoup. Merci, Kevin. Je me demande si vous pourriez parler de les différentes autorités fédérales qui font de la détermination le, surtout le processus de SAC, la détermination de, l'effet environnemental sur les réserves. Je me demande si tu pourrais parler aussi des classes de projets qui sont proposées ou modifiées pour l'exemption de dans ces recommandations, euh, voir selon ça ce qui devrait être ou non être évalué sur réserve. Et aussi pour parler de ce, ce qui se passera le 10 septembre, votre conférence en conjointe avec SAC. Oui, c'est bien. Un bon point sur cette partie-là, sur ce type de projet-là, sur les terres fédérales, l'obligation va aux autorités fédérales. Donc, les ministères fédéraux, Service Canada, Transport Canada, Parc Canada, tous ces ministères-là, chaque fois qu'ils sont impliqués dans la prise de décision à propos d'un projet sur les terres fédérales. Donc, les règlements de l'agence et d'offrir de l'aide à ces groupes-là. Il y a aussi il y a plus de 70 entités qui sont impliquées dans dans ces cercles-là. Donc, Service Autochtone Canada est un joueur important pour les terres sur réserve. Les Services Autochtones Canada
typiquement serait souvent impliqué là, s'il y a des décisions à prendre qui, qui pourraient se passer sur les terres fédérales, que ce soit sur les développements de logements ou tout autre bâtiment, les, certains, comme l'électricité, les connexions pour l'eau, les égouts, les routes ou ce- c'est ce genre de projet-là qui nécessite une détermination. Donc, je peux pas parler en détail de, du processus de SAC, mais ils ont un processus qui font que même si la loi, la LEI n'était pas là, il y aurait quand même un processus pour considérer les effets environnementaux qui assurent que qui sont lorsqu'ils sont responsables de projet, lorsque les exigences de la loi sur l'évaluation d'impact sont présentes sur la Terre, c'est inclus dans ce processus-là. Donc, le 10 septembre, on va te parler avec SAC pour offrir une présentation conjointe pour parler de ce sujet-là. L'agent pourra parler plus généralement sur les processus fédéraux et les exigences fédérales, ainsi que sur les modifications proposées à la loi. Ça pourra en parler plus en détail de leur processus, sur la façon dont ils fonctionnent, sur l'engagement avec les personnes aussi, et sur leurs considérations à propos des modifications. En, en termes de la façon dont amener SAC et dans d'autres entités dans le projet autour des dernières années à propos de la compréhension de s'il y a différents types de projets qui font plus fréquemment, s'il y a certains cas où est-ce que c'est pas nécessaire de passer à travers ce processus-là. On parle aussi des répercussions potentielles de ces projets-là qui sont entamés, ou dans le cas où est-ce que c'est des, des, des termes plus communs, plus courants. Donc, on veut les impliquer dans le processus et on veut s'assurer que les autorités soient au courant de ce qui se passe dans le cas de ces changements proposés-là. On, on a reçu des commentaires des autorités sur les modifications proposées. On a fait quelques changements à propos de ça. Et maintenant, on est rendu au point où les modifications proposées sont en cours. Et dans cette période-ci, des changements réglementaires, l'intention est d'obtenir l'opinion des personnes autochtones, des peuples autochtones, du grand public et de n'importe qui veut se prononcer sur les changements. Donc, on a cette période de commentaires-là qui, souvent dans les périodes de réglementation comme ça peut être 30-35 jours dans ce coin-là pour recueillir les commentaires des gens, pour avoir plus, une meilleure participation là, des gens qui sont intéressés. Merci, Kevin. Je vais lire la question de Jenny. Comment est-ce que les effets cumulatifs sont déterminés à propos des critères et des classes dans ce cas-ci? Merci de votre question. On doit absolument y penser dans la classification des projets, juste pour souligner ça. L'ordre d'exclusion, l'arrêté d'exclusion, c'est dans les classes qui auraient uniquement des effets négatifs négligeables sur l'environnement. Donc, c'est assez les trucs vraiment de routine communs. Cette classe de projet-là aurait généralement aurait un potentiel très lourd sur les effets et des effets cumulatifs très négligeables. Mais le point est c'est de regarder s'il pourrait y avoir des interactions potentielles avec l'environnement qui pourraient être considérées comme nocives, néfastes, ou si ça pourrait valoir la peine de parler de ça. Pour offrir un peu plus de contexte,
quand on parle de l'arrêté, même si on parle de la liste de projets, il y a une série qu'on parle qui sont surtout des obstacles qu'on doit surmonter pour exclure le projet de la détermination. Il y a beaucoup de choses comme est-ce que le projet a des répercussions sur l'eau? Est-ce que, est-ce que les, est-ce que ça va modifier l'aliment des cours d'eau? Est-ce qu'il y a des effets avec des produits chimiques? Est-ce que ça va affecter les oiseaux migratoires? Et si la réponse est oui, il ne peut pas y avoir d'exclusion. Donc, si vous savez qu'il y a si le projet pourrait avoir des effets, euh, donc si vous bâtissez des petites clôtures, si en faisant ça, vous affectez un cours d'eau ou si vous allez déranger des espèces d'animaux à risque, ce projet ne pourrait pas être exclu. Il faudrait quand même euh, passer par le processus de détermination environnementale. C'est pas mal ça. Donc, je voudrais souligner que même si c'est une liste de différents types de projets, l'intention est que le projet complet puisse être défini par tout ce qui est défini dans une seule entrée dans cette liste-là. Donc, par exemple, si le ministre de l'Exclusion dit que un certain type de bâtiment peut être exclu, qui n'a jamais besoin d'être évalué, mais si le projet va faire des trottoirs, des clôtures et un paquet différents, plusieurs différents éléments, ce projet ne peut pas être exclu. Donc, c'est uniquement pour les projets individuels, comme installer une clôture ou un point de charge pour les véhicules électriques ou un petit stationnement, quelque chose qui va toujours être le même et qui n'aura pas d'impact dans différentes sphères, qui sont tous sujets à différentes conditions. Donc, si vous avez uniquement un petit projet individuel, ça pourrait que ça puisse être exclu, mais les plus gros projets, c'est sûr que non. Merci, Kevin. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce sujet-là ou, ou sur les modifications proposées aux, aux exemptions aux différentes classes à ce point-ci? Jamie, je vois que ta main est levée. Est-ce que tu veux prendre la parole? Merci. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui, merci. Donc, est-ce que ce serait possible qu'une nation, parce que ce problème-là est un gros problème, surtout dans ce coin-ci du monde, il y a déjà beaucoup des effets cumulatifs assez intenses qui affectent les droits à l'accès à, aux cérémonies, dans la forêt, aux animaux. J'essaie de comprendre un peu mieux quel mécanisme pourrait exister pour ces droits-là, parce il y a vraiment une guerre d'attrition qui est là et pas bonne pour personne, surtout pour la santé de l'écosystème ou pour la qualité de l'eau, les poissons, les rivières, les cours d'eau. Je pense que j'essaie de comprendre comment, quel genre d'espace existe. Oui, certainement. On encourage tous les commentaires, tous les commentaires que quiconque pourra avoir. C'est le point d'avoir votre opinion sur ces changements-là. Donc,
En termes d'effets cumulatifs, certainement, il y a un gros processus de détermination qui existe. Un aspect clé à garder en tête, on en parlera un peu plus dans la session du 10 septembre. Il y a une vaste gamme de projets, des plus petits aux plus grands, qui doivent passer à travers le processus de détermination des effets sur l'environnement. Cet arrêté ne touche pas à ces projets-là. On- J'essaie de penser à un exemple. Dans n'importe quel type de chemin, les projets de génération d'électricité ou juste une clôture un peu plus longue, ces projets-là auraient toujours à passer à travers le processus. Cet arrêté-ci parle des projets qui suscitent le moins de risques, les types de projets qui sont le moins risqués sur l'environnement. Tant qu'ils n'affectent pas l'eau, les espèces à risque, les oiseaux migratoires. c'est- Donc, je crois qu'on a l'opportunité de parler des effets cumulatifs, à des choses qui font partie de l'arrêté. C'est certainement de regarder les les modifications proposées, ou aussi les types de classification de projets. Je pense pas que c'est assez. Si on dit que je pense pas que c'est un assez petit risque, on va en voir vos commentaires à propos de ça. Mais si on parle des processus de SAC sur les terres des réserves, c'est en partie ça qu'on veut regarder, l'impact sur les communautés, de ces projets-là. Bon, c'est ça qu'on veut évaluer. Ça fait définitivement partie des terres, de l'évaluation générale des terres fédérales. Les effets cumulatifs sont un aspect clé de ce projet-là. Et on veut aussi certainement parler des projets qui, qui ont le plus petit ou presque pas d'effets négatifs négligeables sur l'environnement à ce sujet-là. Merci, Kevin. Je pense qu'à ce point-ci, il nous reste 11 minutes ensemble. Ce que je vous propose est de parler à Thomas, qui voulait parler de la dernière diapo pour les prochaines étapes de notre série de webinaires que vous voulez parler et assister. On a juste quelques éléments généraux. Puis ensuite, on passera la parole à Verna pour la clôture. Avant de faire ça, je vais parler d'un commentaire une question en commentaire. Euh, Dorothée Naveau. Il y a les avis d'ébullition pour les Premières Nations qui ne peuvent pas consommer l'eau. Euh, on sait aussi qu'il y a un haut taux de suicide dans les communautés qui, qui n'ont pas d'eau à boire. Et la dernière chose qu'on veut est que cette statistique-là augmente. Merci Dorothée pour ce commentaire-là. Thomas, est-ce que tu voulais parler des dernières diapos? Puis après ça, je vais parler des prochaines sessions. Oui, absolument. Je voudrais remercier tout le monde de nous avoir écoutés aujourd'hui. Euh, Suite à la discussion qu'on a eue aujourd'hui pour l'initiative, on en parlera un peu plus. On parlera un peu plus de chacune de ces initiatives-là dans les prochaines sessions. Une chose à prendre note, c'est que les dates sont une à la suite de l'autre pour les périodes de commentaires, mais les échéances ont été mises une après les autres pour nous permettre d'avoir des discussions pour voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux plus tôt ou plus tard.
C'est ce qui se produira dans les prochains mois. On va parler plus en détail de chacune de ces initiatives-là, qu'on en parlera un peu plus en détail durant les prochaines séances. Merci aux personnes de l'agence qui ont parlé aujourd'hui et aux participants qui se joignent à nous et qui ont passé des bons commentaires et posé des bonnes questions. On espère que vous allez nous rejoindre pour les séances plus spécifiques qui vont suivre. Euh, je, je voulais juste préciser que je voulais créer de l'espace. Il y a certains sujets qu'on n'a pas eu l'occasion de discuter aujourd'hui. On pourrait créer une autre série de webinaires pour ces séries-là, pour ces sujets-là. Les, sur notre microsite, vous trouverez du contexte et les documents sur le site web de l'APN. Le document parle aussi des évaluations autochtones et des évaluations régionales, ainsi que la constance avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des personnes autochtones. Donc, ce que je vous propose est de planifier une deuxième ou une deuxième partie à cette série de webinaires-ci pour parler de ces sujets-là qu'on n'aura pas le temps de parler, et pour vous permettre d'avoir plus d'informations à ce sujet-là et pour passer vos commentaires à propos de ça. Pour l'évaluation sur 5 ans, sur la co-administration autochtone, entre autres. Et puis ça se passera les 3, 5 et 17 septembre. Je vais- pour les personnes qui sont là, je vais vous envoyer une semaine avant chaque séance, je vous enverrai un lien avec la présentation ainsi que l'ordre du jour et les documents pour avoir plus de contexte. Donc, portez attention à ça dans vos boîtes de réception. Une- en espérant que vous aurez le temps de regarder ça d'avance pour que vous puissiez regarder ça avant les séances pour avoir un peu de contexte avant le début de la séance. Je vais partager l'adresse de notre microsite et maintenant, je vous passe Lenny Verda pour la clôture. Bonjour tout le monde. J'écoutais ça. Les présentations et les discussions étaient très intéressantes, surtout euh, l'évaluation menée par les Autochtones de l'environnement. Je pense à ma propre communauté. Parfois, il y a la connaissance, les connaissances traditionnelles ont été tellement repoussées, mais qu'on c'est encore ici quand même. Et une des parties, c'est que la recherche de cette connaissance-là aussi, que lorsqu'on essaie de diminuer les risques, par exemple, quand on parle d'une route, quand je marche, quand, si la, si la route s'est faite en bitume, qu'est-ce qui se passe avec ce bitume-là une fois que la route se détruit? Donc, quelque chose aussi simple que lorsqu'on met du sel sur les routes, lorsqu'on construit des nouvelles routes, c'est pas juste pour la consommation humaine, pour la croissance de l'économie, mais aussi ce que les aînés diraient à travers l'année, c'est qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe pour les autres nations? C'est pas juste pour pas juste pour les nations humaines, c'est celles qui sautent, celles qui se promènent à quatre pattes, etc. Je pense souvent je pense beaucoup à cette évaluation des risques. On va aussi avec cette constitution menée par les Européens qui ont divisé notre terre en provinces. Mais si on avait avec les droits et les connaissances inhérentes des Premières Nations, les connaissances traditionnelles, ce qui se passe avec la Constitution pour les provinces ou du côté fédéral, on n'a pas des droits, on n'a pas des traités qui sont vraiment de nation en nation.
entre les nations et la couronne française, mais on a encore cette ceinture de bienvenue avec les trois mains chrétiennes, les trois qui, qui, qui inclut maintenant notre système de gouvernance, notre système de gestion des terres, nos terres ancestrales ici. C'est, c'est tout ça qui vient entrer dans notre constitution est très différente euh, des différentes autres nations qui comprend aussi les processus de cérémonie. C'est très différent, mais comment est-ce qu'on peut combiner ça? Regardez tous les dégâts qu'on a fait. Je suis en train de lire une publication l'autre jour qui est, j'oublie, mais est-ce que c'est est-ce que c'est possible est-ce qu'on peut boire de la rivière? Un signe d'une communauté prospère est qu'on peut boire l'eau de la rivière. Mais comment est-ce qu'on peut modifier le contexte? Mais c'est que l'eau est utilisée pour dissoudre des choses. Et c'est pour ça que cette évaluation de l'environnement entre en jeu. Donc, on parle notamment de l'irrigation. On a une compréhension très différente pas de prendre soin de la terre. Et on s'est à se demander qu'est-ce qui passe par-dessus quoi, et ça, on retombe à cette compréhension-là de nation à nation. On est en mode de guérison de ce qui nous a été fait avec cette colonisation-là. On est dans ce processus-là de, de difficulté interne-là, mais on doit faire ça rapidement parce qu'on est ici maintenant, mais on partage tous la terre et l'eau nous connecte. L'air, le feu de la terre et du soleil nous connectent tous. Donc, je vous dis merci. Je vous dis merci dans les quatre directions, dans les quatre saisons, les quatre stades de la vie. On a tous, on a tous une raison d'être et aujourd'hui, l'évaluation des risques est notre raison d'être. Et c'est comme ça qu'on doit tous évoluer et vivre ensemble. On a fait beaucoup de chemin, mais je pense encore à cette contamination-là et très près des Premières Nations, des, parce qu'il y a 67% des Premières Nations sont dans des endroits très éloignés et le Canada a vraiment euh, profité de la nature et on pense aux enseignements des sept grands-parents et je vous souhaite une bonne continuité. Merci, Elder Renard. Merci tout le monde. Au revoir.